Très bien, nous allons. Très bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce troisième talk de l'année 2026. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour partager et échanger sur le Kaizen. Donc, je vais présenter mon écran pour que nous débutons cette session de formation ou alors d'échange. Est-ce que mon écran est partagé et visible? Si on peut lever le pouce. Merci de lever le pouce. Est-ce que mon écran est visible? Alors, nous allons commencer avec la thématique. Le thème de ce webinaire ou alors de ce Kaizen Talk qui nous rassemble va porter sur comment éliminer ce qui freine. Autrement dit, on a axé cet échange sur la mise en évidence des problèmes. Si on se dit que ce qui freine, ce sont des problèmes, alors on s'est dit on va consacrer l'échange sur comment mettre en évidence les problèmes. L'objectif, donc, ce matin, est de montrer les problèmes, pas comme étant des menaces, mais comme des opportunités d'amélioration, de présenter les principaux outils de détection des problèmes dans un Gemba ou alors dans un espace de travail, et ensemble de voir comment caractériser ces problèmes de manière rigoureuse et participative. Bien évidemment, on pourra à la fin permettre aux différents participants d'échanger sur leur propre expérience et pourquoi pas sur un cas pratique que nous allons voir à la fin. Donc, je suis votre panéliste d'aujourd'hui, je suis Dia Stéphane, consultant Kaizen Senior. À votre service, je suis membre de l'ACPK et membre fondateur également de l'ACPK. Les articulations vont être en 4 points. Déjà, la phase introductive que nous avons commencé. Ensuite, nous allons poursuivre des échanges. Nous avons voulu que ce talk soit interactif, que nous ayons la possibilité d'échanger avec les différents participants. Et puis, de discuter sur justement le fond du sujet, sur la mise en évidence des problèmes dans un Gemba et puis voir un cas pratique. Donc, sans plus tarder, je vais rappeler quand même quelques notions basiques du Kaizen, qui est un concept qui veut simplement dire amélioration continue et qui vise à éliminer les gaspillages dans un processus. On l'a dit, le mot est lâché, processus. Donc, un processus, c'est un enchaînement qui va d'un point A vers un point B. Et donc, dans une entreprise, on a des fournisseurs jusqu'aux clients, on peut avoir des processus internes à l'entreprise. Et tous ces processus-là permettent justement à l'entreprise d'accomplir ses missions et de produire de la valeur ajoutée. Seulement, problème, il y a des problèmes dans les processus. C'est pour ça que nous, on s'est dit, si on est capable de mieux décerner les problèmes, on peut être capable de fluidifier les processus. Ici, je m'en vais vous présenter les problèmes selon le Kaizen dans un esprit de processus. Les problèmes que nous comptons présenter ou mettre en évidence ici peuvent être représentés sur ce schéma en forme de papillon. Vous allez comprendre pourquoi on a voulu le papillon, parce qu'il y a un certain effet qu'on appelle l'effet papillon, et qui est une démultiplication de causes qui amènent des effets et qui amènent à une gravité où l'entreprise peut se retrouver dos au mur. Selon le Kaizen, nous avons 3 types de gaspillage qu'on va appeler 3M, les Muda, les Mura et les Muri. Bon, pour ceux qui ne sont pas de la famille Kaizen, les Muda, c'est généralement des gaspillages
tout ce qui peut entraîner des gaspillages au sein de l'entreprise, comme des transports, de la surproduction, les déplacements, les défauts de fabrication, le sous-traitement, ça, ce sont des MUDA. Tandis que les MURA, ce sont des irrégularités. Vous voyez, sur l'exemple de la photo, c'est des irrégularités, des choses qui devaient être équilibrées par rapport à un standard, mais qui a des écarts. Et les MURA, ce sont des surcharges, c'est-à-dire qu'on fait de manière dans un processus lourd. Et tout cela peut entraîner donc des problèmes dans l'entreprise. Rappelons que les problèmes ont deux faces. Il y a la face visible du problème, c'est-à-dire ce qu'on croit comprendre du problème, et il y a la face invisible du problème, ce que nous ne voyons pas et que nous devons détecter. Et donc, tous ces problèmes peuvent avoir un effet, ont nécessairement un effet. Toujours un impact qui peut être négatif sur la sécurité, la qualité, les délais, l'engagement des ressources humaines et enfin sur les coûts. On a donc ici le problème qui va s'étendre sur tous les processus de l'entreprise. Il y aura des problèmes comme ça qui peuvent être liés à nous. Donc, la détection doit se faire donc, suivant deux axes. Une détection horizontale et une détection verticale. Verticale, c'est pour regarder les problèmes ou alors les causes profondes, les problèmes que nous ne voyons pas, qui sont dissimulés, qui sont invisibles, et les problèmes visibles, et aussi les effets visibles et les effets invisibles. Parce qu'il y a des effets qui sont visibles. Tout de suite, vous pouvez constater qu'un employé n'est pas à son poste. Ça, c'est un effet. Mais qu'est-ce que l'absence sur son poste crée dans la chaîne? Ça, tout de suite, vous ne voyez pas. Ou bien, même si vous avez une idée, vous ne percevez pas l'ordre de grandeur de l'effet. Vous ne mesurez pas l'effet. C'est après 2 jours ou un jour qu'on dira, bah, OK, l'absence à son poste avait occasionné tel nombre de défauts, ou bien alors tel nombre d'accumulation ou alors de boulot d'étranglement. Il est donc important ici de comprendre ce que nous entendons par problème et détection. La détection donc va intervenir, ou la compréhension du problème va intervenir dans le cycle PDCA. Comme on le dit, on ne cesserait jamais de le dire, le problème est une opportunité pour améliorer. Si vous voulez améliorer, il faut être capable de créer même des problèmes. Là où vous trouvez qu'il n'y a pas de problème, il faut quand même se dire, si je suis à 5, je peux aller à 6. Donc, 5 devient mon problème et il faut que j'améliore. Si vous regardez là où il y a des étoiles, nous sommes sur le P du PDCA, c'est l'étape de la planification. On commence à réfléchir, on mesure la réalité, on identifie les problèmes, on planifie, c'est-à-dire on les caractérise, et puis on essaie d'obtenir le consensus. Je vous passe le reste des étapes qui sont le do, le check et le act. Mais nous sommes dans le pays. Il faut bien caractériser le problème. Ne dit-on pas qu'un problème qui est bien résolu ou bien caractérisé est à moitié résolu? Donc, regardons sur les étoiles et restons ici pour comprendre quel est le travail ou alors la profondeur de ce que nous allons présenter ici. Je vous donne la parole donc à ceux qui veulent bien partager. Comment est-ce que vous détectez les problèmes dans votre environnement de travail? La parole est à qui veut la prendre. Vous ouvrez votre micro, vous vous présentez et puis vous nous expliquez. On aura besoin peut-être de 2 personnes pour partager un peu votre expérience sur comment est-ce que vous détectez les freins dans votre espace, dans votre environnement de travail. Est-ce que quelqu'un peut bien partager avec nous? Allô? Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous une expérience sur
comment il détecte un problème, comment il met en avant un problème que l'entreprise va rechercher à résoudre. Vous avez certainement dans votre entreprise ou dans votre environnement de travail des situations qui vous demandent de détecter des problèmes ou bien alors de mettre en évidence des problèmes pour les prévenir, pour les corriger, surtout pour les prévenir. Parce qu'un problème, c'est mieux quand il est prévenu que lorsqu'il est corrigé. Moi, je vais essayer. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je dirais que les problèmes font partie inhérente des relations humaines. Et quand je parle sur des définitions un peu littéraires, je pourrais aussi dire que le problème, c'est l'ensemble des incompréhensions qui pourraient aussi exister dans une interaction, dans une relation humaine comme professionnelle, tout ça. Très bien. Et on prend un exemple très simple. Tu donnes une activité à quelqu'un de le faire dans un délai et cette personne ne le fait pas et elle ne te fait pas également un retour du travail qui n'a pas été fait dans le temps. Là, ça devient un problème parce que cette tâche-là pourrait toi te permettre aussi de pouvoir peut-être soumettre un dossier qui vous rapporterait un fonds à l'issue d'un appel d'offres. Donc, dans ce cas d'espèce-là, nous sommes dans un problème. Et dans la résolution de problèmes gare, gestion axée sur les résultats avant que je ne rencontre Kaizen, c'est plutôt là le problème que nous utilisons. Et cela demande, la conséquence par exemple, c'est que nous n'avons pas pu soumettre le dossier et nous n'espérons même pas avoir un fonds. Et la cause, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas pu soumettre à temps. Donc c'est la moindre des choses qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on demande de faire pendant nos interactions et dans nos relations humaines, pour éviter les conflits, pour éviter les disputes. Et aussi Adjassan, oui, merci oui. pour l'exemple. Je voudrais savoir, Mhm, est-ce qu'il y avait mhm. une possibilité de détecter que le problème avant qu'il n'arrive, parce qu'il a des effets? Est-ce qu'il y avait des possibilités de détecter et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour détecter qu'il y a un problème de rapport qui ne viendra pas ou alors une tâche qui ne sera pas accomplie, qui ne sera pas exécutée ou bien qui ne sera pas exécutée à un taux satisfaisant? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour mettre ça en avant? Déjà, on a compris que le problème est détecté au moment où le rapport ne vient pas. Ça, c'est déjà factuel. Super, c'est bon. On a détecté un problème facilement. Mais est-ce qu'on aurait pu aussi détecter ça avant? Ça, c'est juste une question. Exactement. Et on appelle cela les symptômes parce que tu vois les signes du problème. Le symptôme, c'est que tu, quand tu l'appelles pour dire est-ce que ça avance, tu n'as pas de retour. Tu lui demandes est-ce que je peux t'aider, tu n'as pas de retour, tu vois. Ou tu dis bon, je te reviens, je te reviens. Donc, ça ce sont des signes, des symptômes par le questionnement. Donc, et quels sont les mécanismes? Le mécanisme pour pouvoir susciter le plan d'action. Il y a un plan d'action qui est élaboré pour dire tu as tel jour pour me ramener et ça n'a pas été respecté. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui pourraient nous emmener à déjà avoir des signes et à voir que ce problème-là allait exister. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai répondu à votre question. Merci Adjassan, merci. La réponse est largement au-dessus de mes attentes. Parce que c'est justement un cas aussi simple, basique de ce que nous vivons au quotidien avec les collaborateurs ou un processus d'une tâche qui doit être faite, qui a été désignée. Et puis après, on a comme ça des goulots d'étranglement, des tâches qui ne sont pas faites. Et puis à la fin, on a un retour qui montre qu'il y a un problème. Il va maintenant falloir agir. Si nous ne sommes pas capables de détecter le problème à temps et vite, ses conséquences deviennent perverses. Ça devient trop difficile. On a souvent entendu des gens dire, mais tu aurais même pu me dire hier que tu n'as pas fait. Comme ça, j'aurais passé la nuit à rédiger.
Là, maintenant, vu le timing, comment on fait? Vous voyez que le fait de ne pas être capable de détecter un problème à temps peut créer l'effet papillon sur les conséquences qu'on aurait pu maîtriser, sur les effets qu'on aurait pu maîtriser. Donc, merci Adjassan pour cette contribution. Nous allons continuer avec les méthodes de détection. Nous avons voulu ici vous présenter 5 grandes approches complémentaires. Approche terrain, approche visuelle, approche analytique, approche participative, approche préventive. Ce sont des grandes approches de détection des problèmes. Et dans ces approches, on va distinguer encore une dizaine de familles. Je ne pense pas avoir été exhaustif, mais voilà, il y a une dizaine de Désolé, vous familles. n'avez pas votre partage. Allô? Allô, l'écran est partagé? La présentation ne s'affiche plus. Non. La présentation ne s'affiche. Oui, le PowerPoint n'est plus visible. Alors là, ça va, c'est visible. Super. Hein? Ça vient de s'arrêter. Donc, on a eu une affiche de quelques secondes et puis la présentation s'en est allée. Sorry, quelquefois que je... Là, c'est visible, ça va? Je pense que dans quelques secondes, ce sera bon. Oui, là, nous avons un visuel. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour cette petite interruption. 5 grandes familles, 5 grandes approches, autant pour moi. Une approche terrain, une approche visuelle, analytique, participative et préventive. Vous voyez que pour chacune de ces approches, la détection du projet peut demander un certain niveau de compétence, un certain niveau de hiérarchie dans l'entreprise. Par exemple, celui qui est dans le Gemba peut facilement visualiser que celui qui est dans un bureau. Celui qui est dans un bureau peut facilement faire une approche analytique. Celui qui est dans le Gemba peut faire l'approche participative. Donc, en fonction de l'approche et du rôle de chaque acteur, l'approche peut être différente. Mais quelle que soit l'approche, nous pouvons ici regrouper 10 familles d'outils et de méthodes qui peuvent permettre justement de faciliter la détection. Commençons par l'observation directe. Ici, nous avons plusieurs outils. Le Gemba, le Genshi, Genbutsu, le work sampling, l'échantillonnage de travail, la maîtrise des temps, les tableaux de bord, Andon, des alertes. Bref, ce sont des observations directes qui permettent de voir soi-même sur le terrain et de confronter à la réalité. Alors, l'intervenant de tout à l'heure disait, j'ai donné le travail à un collaborateur de faire. Il vous est souvent arrivé de voir un supérieur hiérarchique venir dans le bureau, ouvrir, faire comme s'il venait vous saluer et repartir. En fait, il vient vérifier de lui-même que les choses sont en train d'avancer. Et s'il y a un problème, à ce moment, il va échanger avec vous et il comprendra que oui, il doit vous donner un coup de main, sinon le travail ne sera pas livré dans les temps. Nous tous, on a eu un supérieur hiérarchique qui est venu nous les photos avant-après. D'abord, la photo avant. On peut prendre une photo avant même d'intervenir. Dans la photo avant, on voit le problème. C'est-à-dire que ça permet de mettre en avant le problème et de partager le problème avec les autres. Donc, on met en avant une situation qui, sans cette photographie, ne serait peut-être pas visible pour tout le monde. Autre famille, l'analyse des données. Lorsqu'une entreprise a des indicateurs de performance bien définis, entre une période, ces indicateurs peuvent signaler un problème. Nous étions à 5% de quelque chose, maintenant nous sommes à 3%. Donc, il y a une évolution qui peut être positive comme elle peut être négative. Ça permet donc de détecter des tendances, des écarts et de se dire qu'il faut agir. Donc, l'analyse des réclamations clients, des non-conformités, le diagramme Pareto,
permet de montrer effectivement les problèmes qui sont prioritaires ou alors de pouvoir apprécier les tendances. On a également la résolution des problèmes. La résolution des problèmes, on peut se dire ici qu'on est déjà en train de résoudre le problème. Or que non, même dans la résolution des problèmes, on peut apercevoir, parce qu'on est en train de vouloir résoudre un problème, on peut essayer de percevoir des problèmes. En cherchant à résoudre, on peut créer même d'autres problèmes. Ou bien on peut rendre d'autres problèmes plus visibles ou plus évidents. La méthode de simple pourquoi, le diagramme d'Ishikawa, quand on fait une analyse de brainstorming avec Ishikawa, on se rend très rapidement compte que il y a tel aspect sur les méthodes, il y a tel aspect sur les moyens qu'on avait négligé. Peut-être que ce n'est pas la cause principale, mais ça attire notre attention qu'il y a aussi un problème de ce côté. Donc, ça permet de faire une analyse en profondeur et de remonter les causes racines. La VSM peut nous montrer des icebergs, le côté invisible de l'iceberg. La VSM peut nous montrer des problèmes que nous ne voyons pas et que nous n'avons même pas pensé au début du brainstorming ou de la réflexion de l'atelier de VSM en équipe de pouvoir voir cela. Autre problème, c'est les anti-erreurs. Autre famille, autant pour moi, les anti-erreurs. Un Pocayo qui peut empêcher ou bien signaler une anomalie. Lorsqu'on décide de mettre des pièces qui doivent être montées dans un seul sens et que quelqu'un essaye de se tromper, ce détrompeur-là permet de montrer qu'il a un problème. Soit il a un problème qu'il faut le former, soit il a un problème de désinvolture, soit manque d'attention. Bref, ça peut te montrer que tu as un problème puisqu'on a posé justement des verrous pour empêcher les erreurs. La standardisation aussi. Toutes les fois où on s'écarte de la standard, des anomalies se démontrent tout seuls. Il va de même pour les méthodes liées au flux, comme Kanban, le juste à temps, ou encore la VSM qu'on a cité, qui peuvent révéler des déséquilibres dans les processus, des ruptures, des gaspillages cachés. Le remontée d'informations. Ça, l'exemple que nous venons d'avoir avec Adjasan, qui nous a dit que le retour d'informations. Cela peut se traduire avec des outils comme des boîtes à idées, des suggestions, pour essayer de mettre en évidence des problèmes qu'on n'aurait pas eu soi-même. Mais qu'en donnant la parole, en déliant les langues, à partir des petits entretiens, des petites réunions, on peut réussir à délier les langues et mettre en évidence des problèmes qu'on n'aurait jamais détectés. Les audits et les vérifications. Un audit 5S peut montrer un problème persistant de motivation, un problème persistant qui est lié justement à la résistance au changement. On peut avoir aussi le regard extérieur. Dans les visites croisées, le regard d'un expert consultant Kaizen, les plateformes numériques de reporting, tout ceci peut sortir de l'habitude par une vision externe. C'est-à-dire qu'on apporte une vision externe pour changer. Et enfin, la digitalisation, qui est une nouvelle méthode d'amélioration continue qui se vulgarise de plus en plus pour pouvoir éviter de traîner des bobos ou alors des problèmes dans des processus. Nous avons ici présenté des outils et des méthodes, sans être exhaustifs, quelques outils et méthodes qui peuvent permettre cette distinction. Moi, je vous donne maintenant la parole dans le chat. Ça, c'est une évaluation qu'on va faire progressivement. Parmi les outils que nous avons visités, dites-nous lesquels vous utilisez régulièrement dans votre environnement de travail. Si vous n'en utilisez pas, vous dites aucun. Ce qui m'étonnerait, si vous en utilisez, vous écrivez ce que vous utilisez. Le temps pour nous de prendre quelques secondes pour recevoir les contributions des uns et des autres et nous permettre aussi de voir la tendance des outils qui sont très souvent les plus sollicités que d'autres. Donc, pour la gouverne, on avait des outils de digitalisation, le regard extérieur avec les outils de benchmarking, les audits. Nous avons les outils liés à la gestion des flux, les réunions, les remontées d'informations à travers les boîtes d'idées, des suggestions, les cercles qualité. On a l'analyse des données pour essayer de regarder quels sont les problèmes, la résolution des problèmes à travers la cartographie et l'analyse des moudards, les observations directes.
Très bien. Si chacun a au moins écrit quelque chose, je pense, on pourra revenir dessus, mais poursuivons donc, avec votre permission, la suite de la présentation sur la caractérisation du problème. Quand un problème a été mis en évidence, quand le problème est compris, il a été identifié, on ne doit pas s'arrêter là. C'est-à-dire, un collaborateur ne nous a pas fourni un travail ou un rapport à temps, ben on dit, c'est bon, il n'a pas fourni le rapport, on s'en arrête là. Non. Il faut creuser. Il faut pouvoir comprendre pourquoi ça n'a pas été fait. Et la première caractérisation avec l'outil QQOQCP peut nous permettre de dire c'est quoi le problème. Qui sont les personnes qui sont concernées par ce problème, soit affectées par ce problème ou concernées par ce problème. Le problème, il se manifeste où? Quand? Comment il se manifeste et combien il se manifeste. Donc, il faut le caractériser. Parce que si on n'est pas capable de se poser ces questions et de répondre clairement à ces questions, il est de bon ton qu'on risque de laisser des endroits où la main ne passe et repasse. Par la suite, il faut quantifier avec des données factuelles. C'est ce qui va nous permettre de définir des KPI, de définir des données de grandeur, des mesures. Et lorsque c'est possible, il va falloir visualiser le problème. Si le problème, on peut le rendre visible, alors il faut le faire. Et le management visuel peut venir à la rescousse. Dans le 5S, on le fait régulièrement. Lorsqu'un espace est 5S, il est un espace de visualisation en soi. En ce sens que si un objet quitte de sa place sur un Seiton board, le problème est vu et visible par tout le monde qui a un outil qui n'est plus à sa place. Ça, c'est la visualisation. Ça permet justement de visualiser. Les deux points rouges, pour moi, me semblent les plus importants. Analyser les causes profondes. Parce que caractériser un problème, c'est aussi, après l'avoir chiffré, de trouver la cause profonde. Parce que si vous voulez le résoudre, il est bien que vous sachiez sur quelle cause agir. Et enfin, ne pas oublier d'impliquer les acteurs. Il faut impliquer. Personne n'a la solution tout seul. Et lorsqu'on a le problème et sa quantification, il faut maintenant le prioriser. On aura 4 problèmes, mais quelle est la priorité? Qu'est-ce que nos moyens peuvent réagir? On le fait quand? Comment? Ça, c'est la priorisation et Pareto peut nous aider à le faire. Nous insistons sur la rigueur et l'objectivité des éléments de caractérisation. Il faut être rigoureux, il faut être objectif dans la quantification. Nous allons voir dans un exemple. À vous la parole. Un problème bien posé est à moitié résolu. Selon vous, qu'est-ce qui rend un problème bien caractérisé dans votre expérience? Quand est-ce que dites-vous que le problème, si je l'ai bien caractérisé? Est-ce que quelqu'un peut partager son expérience avec nous autres sur sa perception d'un problème bien caractérisé ou comment lui, il estime que ça, j'ai vraiment bien caractérisé ce problème? Un responsable d'entreprise, un personnel d'entreprise, un consultant qui a une expérience à partager sur un problème qui a été identifié et comment il s'est rassuré que, alors là, je peux commencer à résoudre le problème parce que je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris, il est bien caractérisé et compris pas seulement de moi, mais aussi de tous les intervenants ou les parties prenantes dans le processus. La parole est à qui veut la prendre. Vous ouvrez votre micro et vous partagez l'expérience. Encore une fois de plus,
Je suis Esther de ma part, promotrice de la marque Ville. Le problème Merci. en ce qui l'analyse du problème, le problème de mon côté était au niveau au niveau de la matière première. Lors des D'accord. process, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Le rendu n'était pas ce qu'on attendait. Ils ne sont pas satisfaits et après d'avoir effectué la fabrication du produit, on a essayé d'analyser le problème en rentrant depuis la cause. Bon, on s'est rendu compte que bon, pour pouvoir avoir un bon produit, il va falloir d'abord qu'on analyse, on essaie d'évaluer, on essaie de faire une notification sur la sélection des meilleurs fournisseurs qui nous donnent les matières premières. Mais on s'est rendu compte que ça ne s'arrêtait pas là. En plus de ça, sur chaque matière première, il fallait évaluer la qualité de chaque matière première avant de débuter tout process. Or, au début, ce n'était pas du tout ça. On savait que bon, on peut avoir un fournisseur, il vend ses produits et puis on prend un travail avec. On se retrouvait dans beaucoup de pertes et on s'est dit, bon, pour un départ, ce qu'on peut faire, c'est qu'on analyse d'abord, euh, malgré le fait que le fournisseur va vendre ses produits, chaque produit demande une évaluation approfondie. On teste la qualité de chaque produit avant de commencer toute fabrication, en fait. Et on ne savait pas qu'il y a justement le fait d'appliquer la méthode Kaizen et aussi le QQCPQ. On ne savait pas que même dans ça, il faut vraiment ajouter ça. Donc, c'est un peu ça de mon côté. Nous avons pu résoudre ce problème au niveau des matières premières. C'est vrai que c'est pas du tout facile, mais nous avons pu résoudre ce côté-là au niveau des fournisseurs, même comme il y a encore beaucoup de choses à résoudre au fur et à mesure. Mais au moins, c'est le premier problème que j'ai eu à résoudre de mon côté. Donc, c'est un peu ça. Intéressant. Super. Super. Merci. Bravo, bravo, Madame Esther, pour ce partage. Ici, nous voyons très bien le processus de détection, le questionnement et la mise en place des éléments qui vont nous permettre de circonscrire le problème et de poser des actions correctives ou alors des actions amélioratives pour pouvoir passer ou alors empêcher l'avènement d'un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre? Il y a Julie Diona qui, dans le chat, nous dit qu'un problème est bien caractérisé. Donc, dans le chat, il y a Julie. Est-ce que Julie, Madame Julie, vous pouvez ouvrir le micro pour partager ce message avec nous? Il semble très intéressant également. Julie San. Est-ce qu'un autre participant peut partager une autre expérience sur la caractérisation des problèmes avec nous? Nous disons, profitons au passage pour dire bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que je dois entendre que beaucoup d'entre vous n'ont pas de problème, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui est une bonne chose? Parce que les problèmes, ce sont des sources de stress. Donc, Alors, Stéphane San, oui. je pense que Madame Julie a un souci avec son micro et elle ne peut pas prendre la parole. J'ai Oui, également vu quelqu'un qui avait levé la main, CM5, Techno CM5. Je ne sais pas si sa question est toujours d'actualité. Oui, vous pouvez prendre la parole, vous ouvrez le micro et vous prenez la parole, s'il vous plaît.
Donc, la caractérisation d'un problème peut arriver sur... on peut identifier un problème lié à la réclamation client. Nous avons mis un système d'écoute, de retour client, qui nous permet de recevoir des réclamations clients. Alors, une réclamation sur une fréquence ou un nombre de réclamations sur une période de temps donné peut faire l'objet d'une analyse approfondie. Et cette analyse approfondie peut consister donc à caractériser, avec les différents outils que nous avons vus, le problème. Combien de clients se plaignent? Ils se plaignent sur quel sujet? Combien se sont plaints sur chaque sujet? Ça coûte combien? Quels sont les coûts? Ou bien alors, quelles sont les conséquences, les effets de ces plaintes? On peut arriver de proche en proche avec les différents outils d'analyse, de priorisation parmi les différentes plaintes, de constater qu'il y a telle plainte qui est récurrente sur d'autres et dont les effets ont tendance à nous faire perdre des clients et donc des chiffres d'affaires. Et donc, la priorisation nous permet de dire, OK, on s'attaque d'abord à telle plainte. Parce qu'on n'a pas, ou alors on n'a pas les moyens de s'attaquer à tout le problème. On s'attaque au problème prioritaire ou aux priorités. Donc, la caractérisation veut dire quelle est la mesure, quelles sont les causes de ces problèmes ou de ces réclamations énoncées par le client. Quelles sont les parties concernées dans le processus qui occasionnent à la fin ce manque à gagner ou alors ces réclamations? Ça peut être juste un poste de travail sur un système de fermeture qui n'est pas là ou alors, je ne sais pas moi, un volume de produits qui n'est pas bien emballé. Bref, quel est le processus concerné par la plainte? Quels sont les acteurs qui sont concernés par ça? Donc, en se mettant là-dessus, on peut réussir à caractériser le problème, le quantifier et puis commencer à mettre en place des mesures correctives sans risque d'avoir laissé à la traîne certains autres aspects qui mériteraient d'être considérés. Parce que très souvent, on s'engage à résoudre les problèmes très rapidement, mais c'est plus tard qu'en résolvant le problème qu'on se rend compte que le problème persiste malgré les efforts que nous avons menés. Et c'est là où on se rend compte que l'analyse n'a pas été approfondie. Parce qu'il y a un autre aspect qui avait été négligé ou qui n'avait pas été pris en compte. Malheureusement, ça peut nous occasionner quelques désagréments supplémentaires. Donc, avec votre permission, s'il n'y a plus une intervention, nous allons peut-être... Stéphane, Esther levé la main. Oui, vous avez la parole. Esther. Oui, s'il vous plaît. Et justement, en parlant de réclamation des clients, le problème que nous retrouvons, c'est que comment gérer, comment caractériser une réclamation des clients au niveau du prix. Parce que en fait, pour effectuer un retour client automatique, c'est pas du tout facile parce qu'il y a des clients c'est vrai qu'il y a certains clients qui sont compréhensifs, mais il y a d'autres clients qui ne, qui ne collaborent pas avec le prix des produits, par exemple. Et le souci aussi, c'est vrai aussi, comme vous dites, le problème est peut-être général, mais certains entrepreneurs retrouvent aussi certains problèmes au niveau de la vente des produits. Et c'est pas du tout évident pour certaines personnes qui n'ont pas d'expérience dans la vente des produits. C'est pas vraiment comment caractériser. C'est pas un petit
Le prix. Le prix. Est-ce qu'il y a un expert ici, quelqu'un qui peut nous donner quand même un élément de réponse sur le prix? Notre talk est interactif. On partage nos expériences. S'il vous plaît, comme j'ai le PowerPoint ouvert, je ne vois pas celui qui lève la main. Donc, vous pouvez directement ouvrir le micro et puis essayer de répondre, d'apporter une contribution. C'est quand, s'il te plaît, reprends un peu la question. Alors, Madame Esther dit, il y a des réclamations clients sur le prix. Il y a des clients qui se plaignent sur le prix. Ils disent que voilà, le prix est peut-être élevé ou bien hors de leur portée. Et quand on a ce genre de réclamation, comment est-ce qu'on caractérise ça? Comment on essaye de résoudre ce problème, de caractériser pour pouvoir mieux circonscrire le problème et le résoudre? Je ne sais pas si c'est bien ça, Madame Esther. Oui, oui, c'est ça, prof. Donc, Achille, tu voulais nous dire quelque chose? Oui, Stéphane. Non, je vous laisse écouter. Et que les autres comprennent aussi mieux. D'accord. Bon, moi, ce que je peux dire, le temps peut-être que quelqu'un nous apporte sa compréhension. Le prix ici entre dans un domaine bien spécifique lié à la vente, à tout ce qui est marketing-vente. Mais ça fait l'objet également de réflexion avec la démarche d'amélioration. Seulement, ceux qui sont experts dans le marketing vous diront que le prix, ça dépend. Il y en aura toujours des clients qui vous diront que le prix n'est pas bon. Et certains vous diront, plutôt que de vous concentrer sur le prix, concentrez-vous sur la solution. Ne dites pas au client qui vous dit c'est cher, ne lui dites pas non, c'est pas cher, nous sommes moins chers ou ceci. Concentrez-vous sur la proposition de valeur que vous lui apportez, sur la solution à son problème que vous apportez. Si le client est persuadé que la solution à son problème, c'est votre produit, votre service, quand bien même il aura la perception que le prix est élevé, il a quand même une chance de s'y mettre, de se convertir. Ce que je voulais dire, pour revenir dans le sujet qui nous réunit ici, le nombre de plaintes clients sur le prix est une alerte. Ça doit vous alerter. Un client, ça va. 2 clients, ça va. Mais 3 clients par semaine, ça, il faut commencer à s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Et essayer de comprendre pourquoi il le fait. Plusieurs raisons peuvent amener le client à percevoir le prix élevé. Vous-même en interne, vous pouvez vous faire votre propre analyse et dire, peut-être dans les coûts de processus, nous avons beaucoup de gaspillage qu'il faut éliminer pour maîtriser les coûts de production. Et que ces coûts sont directement liés au fait que nous avons beaucoup de gaspillage et d'irrégularités ou de surcharge dans les processus qui font que le prix de revient est élevé. Donc, le benchmarking aussi peut nous aider en allant voir ce que les concurrents font. Mais le problème est déjà, l'alerte est déjà là. Plusieurs clients, on dit fréquence de plaintes par semaine, 3, 10, 5. C'est une caractérisation. Qui est concerné? Toute l'entreprise. Et même le client est concerné. Que font nos concurrents? Est-ce qu'on peut aller plus bas? Est-ce que c'est une stratégie de l'entreprise? Alors, il faut revoir la stratégie marketing, la stratégie des prix, la politique des prix, il faut la revoir. Est-ce que tout ça doit donc faire l'objet d'une analyse approfondie où tout le monde doit s'asseoir, en tout cas toutes les parties prenantes dans ce processus qui définit justement le pricing, doivent s'asseoir et discuter sur comment est-ce que
nous pouvons amener à résoudre ce problème parce qu'il devient récurrent. Au risque de perdre ses clientèles pour d'autres concurrents. Maintenant, si les concurrents sont soit plus élevés ou autour de vous dans votre environnement font des prix équivalents, interrogez peut-être la qualité. Peut-être c'est parce que la perception, le client n'arrive pas à s'exprimer, il estime qu'à cette qualité, le prix ne devrait pas être comme chez les autres. Nous sommes en train juste de réfléchir à haute voix. Mais c'est pas, on n'a pas une réponse clé en main, une solution en main pour dire que voilà, pour ce type de problème, voilà la solution. Mais à travers un brainstorming, une analyse approfondie avec plusieurs hypothèses, on peut réussir quand même à dégager une ébauche de solutions ou de démarches qui nous permet de répondre à ces clients ou alors de revoir notre position ou nos processus dans le but d'améliorer et d'éliminer cette intégrable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait ajouter? Stéphane, Stéphane, merci. Merci. Et me lever, Stéphane. Merci. Association, oui, ACPK, je prends la parole. Oui, merci de me passer la parole. Merci Stéphane, ton explication était très exhaustive, très, très claire. Et je pense que Madame Esther a trouvé quelques éléments de réponse. Bien sûr, le pricing, comme ça, dans une réponse, ne peut pas vous donner une solution directe par rapport à votre situation. Comme Stéphane San l'a bien expliqué, ça va dépendre, voilà, la satisfaction du client est surtout liée au délai de livraison, au coût et à la qualité. Quand le client commence à se plaindre du coût, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction. Donc, dans un premier temps, en plus de ce que Stéphane Sen a évoqué, le benchmarking, l'analyse des coûts, peut-être regarder encore votre stratégie de positionnement. Ce que je voulais ajouter, c'est vraiment le ciblage. Est-ce que la stratégie marketing que vous avez élaborée vous a permis de toucher votre cible? Parce que tant que vous ne l'avez pas rencontré, malgré que votre produit soit bon, parce que le problème de la qualité aussi, parfois, c'est le produit en lui-même. Qu'est-ce qui amène les clients à trouver que finalement, le produit même que vous vendez, il est cher? Est-ce que le produit suit? Si le produit répond aux attentes de votre cible et qu'il y a toujours la question du prix, vous allez, comme Stéphane ça le disait tout à l'heure, aller chercher les causes racines. Donc, pour moi, je vais mettre un accent sur le ciblage. Donc, dans votre stratégie marketing, au moins comme un début de solution, vous allez mener tout le processus pour définir le pricing, pour faire le pricing, c'est-à-dire pour définir le prix d'un produit, parce qu'il ne se définit pas au hasard. Il y a plusieurs étapes pour fixer le prix d'un produit, mais vous assurez qu'il touche, que ce produit touche votre cible. Et à ce moment-là, vous pourrez vous poser les questions et faire donc cette recherche endogène, c'est-à-dire cette recherche des causes racines, pour trouver quel serait l'ajustement à faire. Parce que parfois, c'est une question psychologique de perception de votre produit. Donc, il y a tout ça autour. Merci, c'était ma petite contribution. Merci. Merci beaucoup, merci madame. Merci beaucoup pour ces ajouts, Valérie San. Merci beaucoup. Nous allons peut-être poursuivre avec la présentation. Je vais me rassurer que mon écran est bien visible. Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer, s'il vous plaît? Oui, il est visible, mais il n'est pas en mode diapo. D'accord. Nous allons regarder un cas pratique sur les retards fréquents dans les délais de livraison dans un atelier de fabrication mécanique. Nous allons regarder de façon pratique. Stéphane. Oui. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a rien d'affiché. Il n'y a pas de partage. Déconnecter, je vais te déconnecter. Déconnecter, je vais repartager l'écran.
Là, est-ce que c'est partagé? Pas encore. C'est en train de chercher. OK. OK, c'est là. Donc, tu n'as pas mis en mode diapo, comme je disais. Bon, ici, un peu lancé en mode diapo pour que ce soit plus visible. D'accord. Mot de diapo. Cas pratique donc sur les retards fréquents. Attends d'abord, apparemment, quand tu lances le mot diapo, ça disparaît une fois. Ça va revenir au mode faible alors, pour évoluer. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je mets en mode diapo, justement, ça a tendance Oui. à s'échapper. Ça a tendance à s'échapper. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Désolé pour ce désagrément là. Voilà, est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est visible? On peut voir Oui. le... Évoluons comme ça, oui. Évoluons comme ça, ouais. Ouais. Voilà, OK. Le cas pratique que nous allons voir, c'est sur les retards de livraison. On a un constat dans une entreprise de fabrication de pièces mécaniques. Leur travail, c'est de fabriquer des pièces mécaniques pour leurs clients. C'est une unité de fabrication de pièces. Et ils détectent qu'ils sont face à une situation de retard fréquent de livraison. On va regarder comment le processus de détection se fait et la caractérisation du problème se fait. Contexte, entreprise de fabrication de pièces de rechange. Le symptôme, c'est-à-dire c'est la manifestation du problème. Les livraisons souvent en retard par rapport aux clients. C'est-à-dire qu'on vous dit souvent combien de livraisons, on ne vous dit pas. Est-ce que des clients se plaignent? Oui, parfois. On a souvent combien de clients, on ne sait pas. Quelles sont les pièces qui sont concernées, on ne sait pas. Donc, on a des symptômes, c'est-à-dire ce sont des alertes par lesquelles on a l'information que le retard est problématique. L'impact que ça a, l'insatisfaction des clients. Donc, les clients reviennent à la charge tout le temps. Il y a des pénalités, il y a le travail important, les heures supplémentaires en fin de période. Donc, tout ça, ce sont des alertes. Regardons maintenant par la suite comment le problème se détecte. Lorsqu'on regarde les outils utilisés comme le KPI, avec le KPI, un objectif avait été fixé de 95% de livraison dans les temps. Seulement, en réalité, après évaluation, on constate que c'est 78% des livraisons qui sont respectées. Donc, on peut faire une soustraction et voir le problème. Ce problème ici, il est constitué en écart. S'il vous plaît, le problème n'est pas encore la cause. Ici, on est dans la caractérisation. Est-ce que l'objectif de 95%, quel est l'écart? Est-ce que cet écart est acceptable ou n'est pas acceptable du tout par rapport à ce que nous sommes fixés? Nous continuons avec un autre outil, les observations. En faisant un game barrel, en faisant une petite visite, on constate des files d'attente sur des postes d'usinage. Ça aussi, c'est une forme de détection pour détecter où se trouve le problème de retard. Des réunions quotidiennes, on a des plaintes récurrentes sur les temps d'attente. Toutes les fois où vous avez un opérateur ou un personnel de votre entreprise qui se plaint devant vous, c'est une mine pour détecter le problème. Un problème. Peut-être qu'il n'est même pas à son niveau, qui peut être soit en amont, soit en aval de lui. Et lui, il manifeste simplement
peut-être sa frustration ou son ras-le-bol. Mais si vous ne faites pas attention à ce qu'il dit, c'est le client qui reviendra se plaindre. Et lorsque le client se plaint, ce n'est pas bon du tout. On peut encore accepter des plaintes en interne, mais pas des plaintes de clients. Parce que c'est le client qui ramène les incomes, les ressources dans l'entreprise. Donc, il ne doit pas se plaindre. À l'idéal, c'est ça. Il ne doit pas se plaindre. Mais s'il arrive d'aventure qu'il se plaigne, cette plainte doit être une source pour nous, pour améliorer un processus ou améliorer nos pratiques. Et là, dans ce cas, le signal est clair. Accumulation de produits semi-finis devant une machine. Et là, tout le monde voit que cette accumulation traduit des goulots d'étranglement ou alors des flux qui ne sont pas tirés, qui ne sont pas dans un processus de juste à temps, et donc forcément, il va y avoir des délais qui ne vont pas être respectés. Dans la caractérisation du problème maintenant, on va se poser les questions avec le QQO-QCP. Quoi? Les retards de livraison client. Qui? Les équipes d'usinage et de planification. Quels sont les postes? Où est-ce que cela se produit? Sur le poste d'usinage de la machine à commande numérique numéro 3. C'est là où les goulots se font. Quand? Chaque 3 mois, chaque 4 semaines, chaque 4 jours par semaine, nous avons ces goulots d'étranglement. Ces retards, autant pour moi. Comment ça se manifeste? Des files d'attente. La machine souvent à l'arrêt. Les opérateurs déboudés. Des opérateurs absents. Des gens qui rentrent de la pause quand ils veulent. Quelle est la conséquence? Combien? 22% des commandes livrées hors délai. Le coût estimatif est de 1,2 million de francs CFA par mois. Vous voyez qu'ici, on essaie de circonscrire le problème. Et quand on veut dire qu'on veut résoudre le problème, il est bien que toutes les personnes impliquées dans le processus soient au courant de ce problème et agissent dans l'objectif de trouver une solution. C'est pour ça que toutes les fois où vous trouvez un problème, vous ne vous posez pas la question qui, où est-ce que c'est impliqué, et vous voulez vous résoudre vous-même le problème, vous verrez que, enfin, ce n'est pas moi qui dis, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi. Vous verrez que vous allez développer des résistances au changement. Des gens qui estiment que vous venez trouver, ils sont équilibrés dans leur travail, et vous voulez changer les choses comme ça, ils ne savent même pas pourquoi vous voulez changer tout ça. Et donc, du coup, ils constituent la résistance au changement. Et donc, le problème ne sera pas résolu en fin de compte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas impliqué dans le projet de résolution des retards de livraison. Avançons dans l'exemple. Après avoir caractérisé, nous poursuivons avec l'analyse des causes profondes. On peut utiliser l'outil simple pourquoi. Pourquoi les livraisons sont en retard? La machine numéro 3 crée un goulot. Pourquoi le goulot? Le temps de réglage est trop long. Pourquoi le temps de réglage est long? Il y a absence de standard de réglage. Il n'y a pas de SOP. Il n'y a pas de standard operating procedure. Pourquoi il n'y en a pas ce standard? Parce que la formation est incomplète sur les opérateurs. Pourquoi la formation est incomplète? Parce que chaque fois que le patron recrute, il forme, il licencie les gens qu'il a formés, il recrute de nouvelles personnes. Vous avez souvent vu des patrons qui vous disent, ça fait 30 ans que je suis ici, mon petit. Si tu ne peux pas quitter ici, si tu ne peux pas faire ce que je te dis, je vais te virer. Ça fait 30 ans ici, là, ne pense pas que tu peux bloquer mon entreprise. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a dépensé de l'argent pour former cet opérateur. Et que le nouveau qui va recruter n'a pas encore cette compétence. Et il peut entraîner justement des retards liés au mauvais réglage et au temps d'attente sur les boulots de transport. Quand on l'a donc
faire cette analyse. On peut également poursuivre avec Ishikawa pour creuser davantage et voir où est-ce que davantage des causes liées à ce problème de livraison de retard peuvent agir. Et en faisant Ishikawa, on peut constater qu'il y a un manque de formation d'opérateurs sur la main-d'œuvre, sur les machines. Les maintenances préventives sont insuffisantes. La matière d'œuvre. Vous voyez que Ishikawa vient compléter la méthode simple. Pourquoi? Parce que cette méthode ne peut pas être exhaustive, elle ne peut pas répondre à toutes les questions problématiques. Mais Ishikawa va adresser les problèmes sur le milieu, la matière, la machine, la méthode de travail, les moyens, la main-d'œuvre, et comprendre qu'en réalité, le problème est beaucoup plus vaste, il est tentaculaire. Et si on met des chiffres sur tous ces tentacules, on peut prioriser, on peut dire, OK, c'est le problème de main-d'œuvre qui est prépondérant dans ce cas de figure. On peut encore supporter le problème de matière ou le problème de machine, mais le problème de main-d'œuvre doit être rapidement résolu. Pourquoi? Parce qu'en lançant un Ishikawa sur la contribution de ces méthodes, on remarque que 80% des retards sont dus au fait que la main-d'œuvre n'a fait de mauvais réglages. Ça, c'est un exemple que je prends. Pour dire que même dans ces causes, on priorise les causes parce qu'on ne peut pas résoudre tout. Il faut s'attaquer aux causes profondes, mais aussi aux causes qui ont la plus grande gravité et impact, et fréquence et gravité. Après, dans Ishikawa, on va passer à la quantification et à la visualisation. La photo avant et après, dans le Gemba, regardez la photo avant. On peut voir clairement que le monsieur n'arrive même pas à circuler autour de son poste de travail. Parce que la zone d'attente est saturée. Donc, le problème est visible. À travers un graphique de KPI, si on avait un tableau dans l'entreprise, on peut mettre que nous avons 78% d'objectifs par rapport à un objectif de 95%. Le fait d'afficher ça, c'est une quantification, mais aussi, ça met en évidence les problèmes. Tous les employés qui passent et qui regardent ça savent qu'il y a un problème. Et comme je parlais de Pareto, 80% des retards peuvent prévenir sur un seul poste qui fait le boulot de traitement. Donc, on a des éléments quantifiables, mesurables, et on crée la visualisation, on crée du visuel avec des postes ou des zones d'entreposage tampons où on pose les encours de production. Dans ces zones, on peut facilement distinguer qu'est-ce qui est produit fini et en cours de production. Et si vous n'avez pas ce genre de marquage créé par le 5S, comment distinguez-vous à vue d'œil que ça, c'est les produits finis et ça, c'est les en cours de production? Parfois, c'est difficile. Alors, quand on l'a fini, on passe maintenant, ça c'est un bonus, aux actions à entreprendre. L'objectif ici pour nous n'était pas de présenter les actions ou les résultats, mais on l'a quand même présenté pour qu'on voie what next. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On propose des actions de standardisation de réglage de machines, il faut former les opérateurs, réorganiser les flux en changeant justement, parce qu'en observation, on peut voir un diagramme spaghetti et réorganiser les flux pour prendre mieux en charge les postes. Et puis suivre les KPI de façon régulière, le temps de réglage. Et après, plus tard, on obtient des résultats. Ces résultats, c'est la réduction des temps de réglage de 40%, l'amélioration des taux de livraison de 95%, la diminution du stress et une meilleure satisfaction du client. Ça, c'est le retour qu'on peut avoir après un tel travail. Est-ce qu'il y a des questions pour ce cas pratique? Est-ce que quelqu'un voudrait apporter une contribution ou une question sur le cas pratique? Are we together? Hello? Are we together? Yes. Yes, Stéphane San. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, une question, une contribution? Oui, Stéphane, j'ai une question, s'il te plaît. Question.
Ma question porte sur l'analyse du problème. Le premier slide ou du cas pratique ou le deuxième, si je ne me trompe pas. Je voudrais savoir, est-ce que on ne mesure pas d'abord le problème avant de se définir les objectifs? Est-ce qu'on ne Parce définit pas que le si je problème me avant trompe de toujours définir pas, les parce que j'ai objectifs? pas le problème. Est-ce qu'on ne quantifie pas, mesure pas d'abord le problème avant de se définir les objectifs d'amélioration? Dans le cas pratique, il se trouvait que on avait un objectif de retard de livraison qui avait été déjà placé avant dans le cas pratique de 95%. C'était ça l'objectif. Donc, le KPI, dans la détection du problème, si tu as un KPI qui existait déjà sur le respect des délais, ce KPI devient un outil de détection d'un problème. Parce que à travers les éléments que tu as, tu peux comparer les valeurs que tu as avec l'objectif que tu voulais atteindre. Et l'écart te signale, c'était la détection, te signale qu'il y a un problème. Et très souvent, des gens fixent des objectifs sans avoir véritablement analysé tous les processus. Par exemple, il te dit, je vais faire, mais en objectif que nous devons faire 80% de livraison dans le temps. Si nous faisons 80% des livraisons dans le temps, je pense que ça va. Nos clients seront satisfaits. C'est bon. Donc, c'est souvent mis de façon pas rigoureuse et pas très objective. Il y en a plein de gens qui ont des KPI dans les entreprises où ce n'est pas très objectif. On a balancé un chiffre comme ça, un pourcentage comme ça. Parfois même, quand on le regarde, il n'est pas objectif. Il est même parfois utopique. C'est-à-dire qu'on ne va jamais atteindre. Vous entendez les gens vous dire, par exemple, dans les visions à mid-term vision, à moyen terme, vous dites que nous allons avoir 80% de parts de marché. Bon, vous écrivez ça. Sur quelle base vous dites que vous allez avoir 80% de parts de marché dans 3 ans? Parfois, ce n'est pas objectif du tout. Donc, très bien. Quand on a un cas comme ça, on ne s'affole pas. On essaye juste de mesurer notre performance par rapport à l'objectif qu'on a fixé. On revient à des bons sentiments. Je crois qu'en le faisant ainsi, on peut revoir ses objectifs. On peut revoir ses objectifs de façon plus raisonnable ou alors de façon plus objective. Mais ici, ce qu'on voulait dire, c'est que le cas pratique que nous avons pris, il y a déjà des éléments indicateurs avant qui nous permettent donc. Maintenant, dans le cas où les cas n'avaient pas été fixés, il n'y avait pas d'objectif fixé. Naturellement, Adjassan, tu as pleinement raison. Il faut d'abord commencer par mesurer ce que nous sommes capables de faire avant de fixer l'objectif qu'il faut falloir atteindre. C'est le cas donc dans beaucoup de nos entreprises qui ne font pas de la méthode Kaizen ou n'ont pas une approche de démarche amélioration continue. Et quand nous arrivons généralement dans ces entreprises, ce que nous faisons, c'est qu'on trouve un problème, on le quantifie et on fixe ensemble avec le top management et le reste de l'entreprise les objectifs qu'on va atteindre. Mais souvent, vous arrivez dans les entreprises, vous trouvez que ces objectifs sont aussi déjà ils sont déjà planifiés et c'est même objectif aussi. C'est-à-dire que c'est raisonnable et c'est bien planifié. Seulement, ça ne suit pas. C'est pour ça qu'on appelle le consultant à la rescousse. Ça aussi, c'est un cas de figure qu'il faudrait souligner. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. You're welcome. Est-ce qu'il n'y a pas un autre intervenant, une contribution, une question? Il va nous rester, pour le temps à venir, il va nous rester 5 minutes. Maintenant, si on met le temps que nous avons pris pour attendre quelques retardataires, on va dire qu'on est à une dizaine de minutes de la fin de notre présentation. Bon, Stéphane. Oui, Achille San, you have the Merci floor. beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Je ne sais pas si c'est une amélioration ou bien... Moi, je pense que
Lorsque le problème est détecté, on fera un brainstorming. Et ce brainstorming va permettre aux gens de développer les différentes idées ou les différentes causes. Ce sont les causes immédiates, quoi. Et ces causes immédiates, par la suite, on va les catégoriser. Donc, on les met justement sur Ishikawa. Et les différentes familles, on va les caser sur différentes familles. Et chaque famille, maintenant, on prendra l'une des causes dont on fera l'analyse profonde en utilisant, par exemple, le CM pourquoi. Donc, je pense qu'on devrait commencer par Ishikawa, qui permet de relater des causes immédiates. Et par la suite, on prendra chaque cause dans laquelle on ira plus loin pour voir exactement quelle est la cause racine qui a causé cette cause immédiate, qui revient à cette cause immédiate, en fait. Ça, c'est ce que moi, je pense, en fait. Donc, c'est comme ça que je vois la chose. Merci beaucoup pour cette contribution. You are right. Tu as parfaitement raison. Là, ce que je voulais ajouter, c'est que les outils ne sont pas, c'est pas mécanique. Si quelqu'un prend la note sur ce que tu viens de dire, Achille-san, il peut arriver qu'il travaille dans une équipe où les gens qui sont dans l'équipe ne comprennent pas l'outil qu'il veut appliquer. Et donc, il faut donc rechercher dans la boîte à outils Kaizen quel est l'outil qui peut facilement s'adapter à ce problème et permettre un brainstorming avec mon équipe compte tenu de leur niveau. C'est pour ça que si quelqu'un me dit Ishikawa, après ça, je dis oui, c'est parce que tu comprends ces outils, mais si tu avais une équipe où les gens ne comprennent pas ça, tu dois chercher quel est l'outil qui peut facilement bien s'adapter au contexte. On a la chance que le Kaizen a beaucoup d'outils pour ça. Et donc, à partir du brainstorming, on peut réussir à trouver un outil qui s'adapte mieux, ou bien on peut simplifier un outil existant et avancer. Donc, ne soyons pas mécaniques. Ça, c'était la remarque que je voulais faire pour ceux qui nous écoutent, pour dire que la démarche qui a été proposée par Achille, elle est cohérente, elle est juste. Mais ce n'est pas écrit que c'est toujours comme ça que ça doit être fait. Si c'est fait autrement, ça ne va pas donner. Il y a bien d'autres outils. D'autres gens dans les entreprises connaissent l'arbre à problème, mais ne connaissaient pas Ishikawa. Peut-être l'arbre à problème est un graphique qui est beaucoup plus simple à comprendre pour des personnels d'entreprise. Si tel est le cas, utilisez l'arbre à problème. Si c'est Ishikawa, utilisez Ishikawa. Mais ne prenons pas un outil qui va rendre le brainstorming complexe. Et à la fin, on va sortir avec un résultat qui n'est pas optimisé des contributions des uns des autres et des incompréhensions. Pour évoluer et rester dans le temps, je vais vous donner un exercice. Je n'avais pas l'intention de vous donner cet exercice, mais comme quelqu'un ne fait que m'appeler prof dans le chat, je vais donc dire que c'est un exercice. Après le webinaire, quelles sont les actions que je vous recommande après cette présentation? Je vous recommande, chacun ici, si vous voulez que ce talk soit productif pour vous et bénéfique tout de suite, je vous recommande de choisir à l'instant un processus que vous allez rentrer chez vous, observer. Il y a un processus forcément dans votre entreprise qui pose des problèmes. Dites-vous que je dois observer ce processus. Alors, sélectionnez la zone de travail où les problèmes sont visibles, les retards, les erreurs, les gaspillages. N'importe quel processus qui vous intéresse dans votre entreprise, faites-le et planifiez un game bar, c'est-à-dire faites une descente, même de 30 minutes avec l'équipe où vous allez regarder ça. Regardez ce problème. Si c'est les défauts, forcément, il y a un endroit où on met les rebuts là. Allez, vous avec l'équipe, vous allez là-bas, vous regardez ça ensemble. Comme ça, les gens voient que tout ça, c'est de l'argent. Et c'est du temps pour produire ça. Donc, ça constitue un problème. Ensuite, identifiez le problème réel. Parce que souvenez-vous de ce que nous avons dit. Il y a un iceberg là.
que nous avons présenté en début. Souvenez-vous, il faut identifier le problème réel. Ne regardez pas ce qui est au-dessus, vous dites que c'est ça le problème. Non. Parfois, à travers les pièces qu'on a mis en rebours, qu'on va retoucher, il y a les gars de l'entreprise qui volent ça et fuient avec. Donc, vous voyez seulement les pièces qu'il faut retoucher. Vous ne voyez pas en dessous le vol. Le vol qui occasionne ces pièces ou alors l'humidité ou les conditions de stockage qui détériorent ces produits. Vous ne voyez pas ça. C'est tout ça le problème qu'il faut regarder. Et donc, la détection, on l'a dit, doit être horizontale et doit être verticale. Verticale, c'est pour regarder ce qui est visible et ce qui est invisible. La détection horizontale, c'est de regarder les effets que nous percevons, les effets que nous ne percevons pas et de remonter pour retrouver les causes. Les causes que nous savons et les causes aussi que nous on ne voyait pas et qui étaient sous-jacentes. Quand on l'a dit, on revient donc sur l'exercice en disant qu'il faut regarder le problème réel, noter les faits, les chiffres, les écarts par rapport aux standards qui existent dans votre milieu. Si possible, prendre une photo, dessiner un schéma pour rendre visible et évident ce que vous matérialisez. Tout ce que vous entretenez dans votre esprit reste dans votre esprit. Mais tout ce que vous sortez de votre esprit, vous transformez en schéma ou en photo, peut être partagé et compris par les autres. Ensuite, caractériser et analyser ce problème. Appliquer le simple pourquoi, le diagramme de Chikawa, l'arbre à problème, bref, un outil de diagnostic qui permet de remonter jusqu'à la cause racine. Impliquez les gens qui sont concernés. Ne faites pas ce travail seul. N'entrez pas dans votre bureau, vous travaillez seul et vous sortez avec les solutions. Non, ça ne se fait pas. Posez les questions aux opérateurs. Pourquoi cela se produit-il? Même si la question semble évidente pour vous, posez-leur cette question. Vous allez voir qu'ils vont vous donner des compléments que vous n'avez jamais pensé, que vous n'allez jamais vu. Il peut même vous dire que c'est parce que son salaire est petit. Et vous allez lui dire que tu es hors sujet. On te demande pourquoi il y a les dépôts de fabrication, tu parles de ton salaire. Ah, lui, il est en train de te présenter un autre problème. Il te montre la lune, toi, tu vois le bord. Alors là, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il faut travailler la motivation. Il faut travailler la motivation. Il faut travailler le leadership. Peut-être c'est ça qui a la cause des défauts. On n'en sait rien. Il faut maintenant classer les causes par priorité. Parce que toutes les causes peuvent être multiples. Peuvent être liées à la ressource humaine, peuvent être liées à tout. Vous ne pouvez pas les attaquer tous au même moment. Donc, il faut dire c'est quoi la priorité. Et si vous avez les quantifications, vous pouvez utiliser un outil comme Pareto pour qualifier. Si Pareto, vous ne pouvez pas utiliser Pareto, utilisez par exemple le diagramme, la matrice de priorité. La matrice de priorité vous dit la fréquence et la gravité. Quelle est la fréquence que j'obtiens et quelle est la gravité, par exemple, sans utiliser Pareto, parce que Pareto veut que vous ayez des données. Si vous n'avez pas de données, vous pouvez aussi utiliser la gravité. Et là, c'est quantitatif, c'est qualitatif. C'est qualitatif. Lorsque cette machine s'arrête ou lorsque il y a cette cause, quelle est la conséquence? Est-ce que c'est extrêmement grave? Est-ce que c'est acceptable? Vous voyez que c'est qualitatif, ce n'est pas quantitatif. Dans la suite de l'exercice, et pour terminer, sur deux autres points, proposez une amélioration simple. Vraiment, ne compliquez pas. Prenez un truc simple, quelque chose de simple, qui peut être facilement mis en œuvre et on voit les résultats. Donc, vous identifiez l'action intermédiaire. Est-ce qu'il faudrait faire des rangements? Est-ce qu'il faudrait faire une formation? Il faudrait ajuster des flux? Vous voyez ça. La méthode ECR, éliminer, combiner, réarranger, simplifier, peut nous être utile ici. Il faut tester la solution à petite échelle. Personne n'a la science infuse. Donc, les solutions qui sont généralement généralisées dans les entreprises sont les solutions qui ont fait leur preuve à petite échelle. Donc, commencez, même si c'est votre bureau qui est le pilote, l'espace, le game bar pilote, essayez d'abord dans votre bureau. Si ça marche, vous mesurez l'efficacité de la solution. Et s'il faut optimiser, vous optimisez avant de passer à un autre point.
Il faut mesurer l'effet des indicateurs et mesurer la satisfaction. On termine donc en disant, quand ça a marché, il faut partager. Partager, c'est-à-dire, moi, je vous attends dans les prochains Kaizen Talk. Il faudrait que quelqu'un ici qui a expérimenté les solutions ou alors les informations que nous avons partagées dans les Kaizen Talk puisse, au mois de juin, dans 6 mois, nous allons organiser un webinaire pour le retour des informations. Pour ceux qui participent à nos webinaires, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelles sont les techniques que vous avez implémentées dans vos entreprises après avoir suivi les Kaizen Talk et que vous voulez bien partager les résultats avec nous? Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Pas forcément qui va devenir un projet Kaizen, mais qui vous a impacté et a changé votre perception du Gemba, votre perception de l'amélioration continue et vous a permis d'être meilleur. Tout ça, ce sont des éléments de partage que la CPK souhaiterait bien que au mois de juin, un webinaire soit organisé avec nos participants où cette fois-ci, les panélistes ne sont plus les consultants Kaizen, mais ce sont vous, les participants, qui nous donnez le retour sur ce que tout ce temps, le Kaizen Talk a pu vous apporter comme bénéfice. Donc, à cela, vous pouvez encourager vos collègues également et puis diffuser les résultats que vous avez obtenus. N'oublions pas, l'objectif de cet exercice, c'est de transformer chaque problème détecté en opportunité d'apprentissage collectif. Ici, il n'est pas question de blâmer les gens. Nous, on ne va pas dans une démarche où on recense ceux qui font mal et on les punit. Non, ce n'est pas ça le rôle du Kaizen. Nous, le Kaizen, chaque problème est une opportunité d'amélioration. Aucune amélioration ne peut se faire s'il n'y a pas un problème qui est détecté. Donc, le problème est l'élément déclencheur du PDCA. Si vous n'avez pas trouvé quelque chose à améliorer, aucun PDCA ne peut se mettre en route si le problème n'existe pas. Donc, mesdames et messieurs, fabriquer, inventer des problèmes, mais objectifs, qui peuvent permettre de déclencher des cycles PDCA. Parce que ce n'est qu'en déclenchant ces cycles de façon répétitive que de petits changements resteront possibles et que l'amélioration sera visible dans vos entreprises. Ne vous contentez donc pas des réussites. Ne vous contentez donc pas de ce qui marche et de dire tout va bien. Pendant que vous dites tout va bien, vos concurrents sont en train de passer à la vitesse supérieure. Et forcément, vos méthodes peuvent devenir caduques et vous allez vous faire damer le pion avec une entreprise concurrente plus compétitive. C'est pour cela que le problème commence par la remise en cause de ce qui est même bien fait. Il faut se remettre en cause en permanence. C'est ça, c'est cette remise en cause qui va permettre de créer des interrogations et de créer de nouveaux problèmes. Pas en fait des problèmes, mais de nouvelles façons de faire les choses et de voir les choses pour une meilleure optimisation. Cet objectif, c'est aussi de créer une culture de visibilité et d'amélioration continue au sein de votre entreprise. Et nous espérons que le retour, votre retour dans les prochains Kaizen Talk, va nous permettre d'apprécier tous ces efforts et ces échanges que nous faisons ensemble. Sur ce, mesdames et messieurs, je pense que nous avons atteint l'heure requise. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous restons ouverts justement à toute forme de contribution. Voilà les adresses de l'ACPK. L'ACPK est la plateforme par excellence pour vous accompagner dans votre performance, pour vous accompagner dans vos challenges et défis que vous vous êtes fixés. Nous restons donc à vos côtés pour une meilleure performance et pour Kaizen vivre au Cameroun. Donc, merci pour votre aimable attention. Merci à tous. Valérie San, je te remets la parole pour le mot de clôture. Merci Stéphane Stan. C'était une session extraordinaire, très riche. J'espère que tous les participants ici présents ont pu en tirer quelque chose pour améliorer la performance de votre entreprise. Merci beaucoup à Stéphane San pour ce contenu vraiment d'expert
Et je vais inviter tous ceux qui sont présents sur cette plateforme. Si vous êtes déjà dans la plateforme WhatsApp, c'est tant mieux. Nous allons vous envoyer les liens de nos pages Facebook, LinkedIn, pour que vous puissiez suivre l'actualité et toutes les publications que nous faisons à l'attention des chefs d'entreprise, des praticiens qui visent à améliorer leur performance, leur productivité au quotidien. Mais sinon, l'ACPK est présent sur toutes les plateformes digitales. Donc, vous avez tout à y gagner. Les webinaires se tiennent une fois par mois. Donc, vous serez par les mêmes canaux invités aux prochaines sessions qui seront tout aussi riches. Je le souhaite. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question, peut-être quelque chose à dire, un commentaire avant qu'on ne conclue officiellement ce webinaire. Photo de famille, peut-être le temps que les questions arrivent. Oui, photo de famille. Les questions pourront peut-être arriver. Est-ce qu'on peut ouvrir nos caméras pour prendre une photo de famille, s'il vous plaît? Please, est-ce qu'on peut ouvrir nos caméras?